Monsieur, bonjour. Bonjour. Allez-y. On rentre dans la première geôle, s'il vous plaît. Leur arrivée se fait sous haute sécurité. Sam, allez-y, entrez, bonjour. Bonjour. Mains menottées, Bonjour. pieds entravés par des chaînes. Mettez-vous dos au mur. Ce sont tous des criminels condamnés à plus de 10 ans de prison aux assises. Ils ont déjà effectué la moitié de leur peine et ont demandé une libération conditionnelle. Ils viennent de toutes les prisons de France pour passer 6 semaines dans ce centre national d'évaluation. À l'issue, un avis sur leur dangerosité sera rendu pour que les juges décident s'ils doivent rester en prison ou retrouver la liberté. Allez, passez à côté. Parmi les 26 détenus de cette session, C'est bon. Guillaume, condamné à 13 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur sa belle-fille. Laissez, hein. Laissez souple. Il a abusé d'elle de ses 8 ans à ses 14 ans. Impeccable. Tenez. Il y a aussi Balthazar, qui arrive de l'île de la Réunion. Bon, vous êtes seul en cellule, régime porte fermée, régime maison d'arrêt. Il a déjà passé 48 ans en prison pour avoir tué 2 hommes. Ça fait même mal. 2 armoires. Toilette, douche. Bon, c'est votre premier CNE? Oui. D'accord. Vous posez. Laurent, lui, a été condamné à 14 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur une quarantaine d'enfants, dont des bébés. Premier entretien d'accueil avec Bienvenue à tous. Vous êtes là dans le cadre d'une évaluation de dangerosité. Pendant 6 semaines, ces détenus vont être interrogés par des surveillants, des psychologues, des conseillers pénitentiaires d'insertion et des membres de la direction de la prison. Des référents qui, à l'issue de la session, émettront un avis sur leur risque de récidive. Risque faible, limité ou élevé. Un avis suivi par les juges dans plus de 70% des cas. Vous avez un terrain de sport. Vous pouvez mentir. Voilà, on a des gens qui vont mentir. Ok, on va le voir. On va vous laisser faire un petit peu et on vous dira ensuite qu'il faut peut-être arrêter. Vous pouvez continuer. Mais vous aurez une synthèse qui aura servi à rien, puisque dans la synthèse, on va écrire « Monsieur a menti pendant 6 semaines ». Donc la synthèse est caduque. Voilà. On n'a pas besoin de... Pour Geneviève Dolata, la directrice adjointe, comme pour le reste de l'équipe, voilà, allez, bonne continuation, monsieur. l'observation commence dès la première réunion. Vous savez comment il fixe? Dans les yeux, je sais pas comment Vous avez déjà des premières impressions? Oui, sur des attitudes un petit peu. Hein, sur une attitude un peu particulière. Effectivement, quelqu'un qui fixe dans les yeux, qui provoque, qui est un peu dans la provocation, effectivement. Ouais. C'est une observation, on regarde, on va analyser par la suite. Ouais. Jusqu'à sa condamnation pour le de sa belle-fille, Guillaume, 43 ans, n'avait jamais connu la prison. Cela fait déjà 5 ans qu'il vit en cellule. C'est un petit ragoût, en fait, avec poulet, haricots, du ras à la noute, du cumin, du curry. Ma fin de peine est en 2024, février 2024. Si je dois la faire en plein, il me reste encore 5 ans à faire. Donc c'est vrai que, vous voyez, l'enjeu n'est pas négligeable. Et on espère que d'ici quelques temps, je pourrai être libéré sous bracelet, ou en semi-liberté, ou en placement extérieur, je ne sais pas ce que le juge voudra, quoi. Il a reconnu les faits et dit avoir pris conscience de la gravité de son geste. Mais il doit en convaincre ses évaluateurs. Pour apprécier le risque de récidive, Pascal Ozeille, le directeur du centre, c'est vous, monsieur. veut comprendre les mécanismes de son passage à l'acte, quitte à remonter jusqu'à l'enfance. L'objectif, c'est de comprendre votre parcours. On va commencer par votre enfance. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce que vous en avez retenu. J'ai été battu par mon beau-père, j'ai été agressé par mon beau-père aussi. Plus de 2 ans. Devenu adulte,
Guillaume enchaîne les petits boulots et les conquêtes. À 25 ans, il se met en couple avec Isabelle, une jeune femme déjà mère d'une petite fille. Ensemble, ils auront 3 autres enfants. C'est dans l'engrenage, en fait. Dites-moi. Donc, j'étais avec la maman de la victime, que j'ai adoptée à l'âge de 2 ans et demi. Au départ, ça allait bien et tout. Et puis, comme j'étais instable dans mes emplois, j'ai travaillé plus de 10 ans en intérim. Je trouvais pas ma voie, forcément. Donc, du coup, ça se passait de moins en moins bien avec la mère. Tout l'amour que j'avais, en fait, pour sa mère, qu'elle me refusait. En fait, j'ai tout reporté sur ma belle-fille. J'ai pas su faire cette différence entre l'amour d'un papa et sa fille et d'un homme à son amante. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas fait la différence. J'ai pas su faire la différence. Malheureusement, les faits se sont répétés plusieurs fois. Et longtemps. Et longtemps. Sur plusieurs années. Plusieurs années, voilà. À l'époque, Guillaume est addict au cannabis. Il en fume depuis l'âge de 13 ans. Une drogue qu'il mélange souvent à des litres de whisky. Cette addiction aurait, selon lui, favorisé les agressions sur la petite fille. Comment vous faisiez alors? Vous faisiez ça en cachette de la maman? Voilà, ça se passait le soir, ou quand elle n'était pas là. Ça pouvait être dans la salle de bain, ça pouvait être dans sa chambre. Ça dépendait. D'accord. Vous étiez conscient que pour elle... Que je lui faisais mineur et je lui faisais du mal. Elle ne pouvait pas vous dire un non, c'était difficile de vous dire un non. Maintenant, j'en suis conscient, oui. Je sais pas comment lui dire pardon. Parce que c'est pas pardonnable ce que j'ai fait. Même moi, j'arrive pas à me pardonner. Ses regrets sont-ils sincères? Pour l'instant, difficile à dire. C'est en multipliant les entretiens que l'équipe espère percer à jour les manipulateurs, ceux dont le discours est exemplaire. Malheureusement. On se fait pas attraper, on sent un sentiment d'invincibilité, de passer entre les mailles du filet. Mais qui se trahissent par leur attitude. Alors, tous les faits et gestes des détenus sont surveillés. Heure de lever, de coucher, propreté ou réaction lors de la distribution des repas en cellule. Leur vie privée est passée au crible, leur courrier épluché, leur conversation téléphonique écoutée. Lors de son incarcération, Guillaume venait de refaire sa vie avec une autre femme, une assistante maternelle, mère de 3 enfants. Même s'il se sait écouter, il ne maîtrise pas les propos de son entourage. Et lors d'un appel que l'administration pénitentiaire n'a pas voulu que nous diffusions, un détail a alerté Geneviève Dolata. Cette dame a dit que sa fille avait lu le poème qui lui avait été renvoyé et que sa fille avait dit « Moi, je voudrais un amoureux comme le tien ». Ça, c'est pas forcément des choses qui sont très saines, surtout quand on a été condamné pour des faits d'atteinte sur enfant. On aurait pu espérer qu'elle dise « T'en trouveras un de ton côté plus tard » ou... Non, elle a juste rigolé. Donc voilà, c'est ça qui est un peu intéressant dans ces conversations-là, c'est qu'on voit vraiment comment la mère se positionne par rapport à ses propres enfants, par rapport à son nouveau conjoint. Donc ça, c'est des questions qu'on va poser aux référents. Il faut qu'elles soient tranchées à la fin de l'évaluation. Et puis c'est surtout monsieur qui n'est pas censé parler français. Non, tout à fait, oui. Et que, alors qu'en fait, visiblement, il a l'air bien... Bien prolixe. Ouais. Même lorsque les détenus sont entre eux, dans la cour de promenade, ils sont observés. Alors je vois pas ce qu'ils font ensemble, tous les deux, ils n'ont rien à faire ensemble. Ouais. Les profils ne correspondent pas, en fait. Ce matin, c'est Guillaume qui attire l'attention. Il a l'air d'aller très très bien, visiblement. Alors qu'on dit qu'il a été très impacté par l'évaluation, qu'il est très déprimé, je le trouve plutôt détendu et en bonne forme. Donc je pense que ce qu'il nous donne à voir en entretien, c'est un peu surjoué, je pense, par rapport à son état réel. Tous rêvent de décrocher un avis favorable à leur libération conditionnelle. Mais depuis son ouverture en 2012, le CNE a estimé que plus de la moitié des 600 détenus passés par ces murs
présentaient un risque élevé de récidive. C'est le cas de Balthazar, qui lors de son passage au centre d'évaluation de Fresnes, avait été considéré comme toujours dangereux, impulsif et colérique. J'espère que ce serait le dernier passage de la prison française en métropole. Il est l'un des plus anciens détenus de France, 44 ans derrière les barreaux. Il a été condamné à perpétuité à l'âge de 19 ans pour le meurtre de son patron. Une libération conditionnelle lui a été accordée au bout de 12 ans, mais 10 mois à peine après avoir recouvré la liberté, il récidive et tue son frère lors d'une dispute autour de l'héritage familial. Il replonge à perpétuité. Ça fait quand même 32 ans que je n'ai pas posé le pied dehors. Lorsqu'on est dans une situation telle que moi, la seule chose qu'on peut faire, c'est soit on va à l'infirmerie, on va se gaver de médicaments tous les jours et devenir un légume, soit on fait face, il faut assumer, quoi. Malgré son passé carcéral, Balthazar est parvenu à se construire une vie à l'extérieur. Ça, c'est la famille du côté de ma mère, c'est beaucoup des descendances indiennes. L'an dernier, il s'est même marié avec une femme rencontrée grâce à un ami au parloir. La photo du mariage, c'est à Marie-Claire, que c'est une religieuse que je connais depuis très très longtemps. Le prénom. Avec l'argent de son héritage, il a acheté pour Nicole un restaurant qu'elle dirige en attendant sa libération. Mais Balthazar considère que leur nouveau cuisinier n'est pas fiable et semble s'en agacer. Le genre de situation conflictuelle qui, par le passé, l'a poussé à tuer 2 fois. Alors, son surveillant référent, Thibaut Place, veut s'assurer que cela ne constitue pas un risque de récidive. Bonjour. On va faire un entretien? Pourquoi? Ce matin, en faisant la censure, j'ai lu tes courriers. Donc, vous avez des ennuis avec un cuistot, non? Chez toi? Avec... non. Rien de grave? Mais non, mon nouveau cuistot, là. Ouais. Mais non, c'est un mec, il est tranquille. Mais le problème, c'est que... là, en ce moment, il a tendance à boire un peu. Il boit? Ouais. Un peu dans l'alcool. D'accord. Et le travail, ça se ressent sur le travail? Autrement, c'est un bon travailleur, lui. D'accord, donc ouais. Ah, donc... Rien de grave, ça va, y a pas... Non, de mon côté, rien de grave, il n'y a pas d'embrouille. Balthazar doit subir la pression des entretiens quotidiens. Allô? Mais aussi celle de sa femme, qui commence à trouver le temps long. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Et... Tu me manques. Ah. Voilà. Et moi aussi. Beaucoup, beaucoup et beaucoup. Et je suis fatiguée. Fatigué, l'attente. Consommé pour de stress et fatiguée parce que le manque de parole, il manque encore beaucoup et beaucoup et beaucoup. Comme on dit, on verra après avoir le passage au CNE que ça va décider le juge. À la mi-session, les équipes se réunissent en commission. Elles font un point sur chaque détenu pour orienter la suite de leurs entretiens. Autour de la table, les 4 référents de Guillaume, condamnés pour le viol de sa belle-fille, ils échangent leurs ressentis. Il a une compagne. Il avait demandé des permissions de sortie chez elle. À chaque fois, elles ont été rejetées. On a quand même demandé 3. Visiblement, il n'avait pas trop compris pourquoi on rejetait les demandes de permission chez sa compagne. Donc il a fallu, je suppose, bien lui expliquer quand même que se retrouver de nouveau avec des belles-filles, c'était quand même pas le meilleur cas de figure, puisque ça reproduit exactement le même contexte. Je suis pas sûr qu'il ait bien compris. Moi, j'ai le droit des larmes à tous les entretiens et je ne sais pas franchement pourquoi non plus. Est-ce qu'il en joue ou pas? Je ne sais pas. Il parle beaucoup. C'est un discours assez plaintif et larmoyant avec moi.
Il fait de nombreuses digressions. Il a un problème de limite en entretien qui est assez hallucinant. C'est-à-dire? Il dit « Ah, mais j'aimerais bien avoir cette conversation avec vous. Si un jour je reviens dans le Nord, j'aimerais bien vous revoir. Non, monsieur, enfin, on s'arrête là, quoi. Vous allez où ?» Problème de la limite. Bah voilà, et qu'on retrouve. Très bizarre, quoi. Qu'on retrouve dans le passage à l'acte aussi. Ah oui, sacrément. On est d'accord. Donc c'est vrai que peut-être aussi voir où il en a, enfin, quelle a été son éducation sexuelle, s'il y en a eu une d'ailleurs aussi. Et là, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants pour essayer de comprendre son fonctionnement. Il est persuadé d'avoir sa libération conditionnelle. Ça, il est persuadé. Convaincu. Ah oui. Entendu. Attendez. Allez-y. Vas-y, mettez-vous sur le côté, là-bas. Les lunettes, s'il vous plaît. Non, non, les lunettes. Chaussures. Allez-y. Parmi les 26 détenus, un est sûr de sortir, même si le CNE considère qu'il y a un risque élevé de récidive. Dans 6 mois, Laurent, condamné pour sur une quarantaine d'enfants, aura purgé la totalité de sa peine. Le juge, qui a demandé un avis sur sa dangerosité, pourra seulement lui imposer des contraintes comme un bracelet électronique ou des interdictions de territoire. Bonjour, fouille de cellule. Fouille de cellule. Vous me sortez? Quand les surveillants fouillent la cellule de ce criminel, ils ne s'attardent pas sur les mêmes détails que pour les autres détenus. Quelle chaîne? BFM. On essaie de voir qu'est-ce qu'il regarde à la télé. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Bah, une affaire de mœurs, comme le détenu. C'est une affaire de mœurs. S'il s'amuse à regarder des émissions avec des enfants, enfin, ça va forcément nous tirer la sonnette d'alarme. On fait attention. On fait attention. Lors de son arrestation, les enquêteurs ont découvert plus de 350 000 photos et 6 000 vidéos sur son ordinateur, parfois celles de ses propres victimes. Il était informaticien et échangeait ses contenus sur Internet. Mais après 14 ans en prison et autant d'années de suivi psychologique imposé par le jugement, quelques groupes de parole, il dit avoir changé. Je sais que pour moi, je vais très bien, je suis équilibré, j'ai pris beaucoup d'assurance aujourd'hui. Je suis en paix avec moi-même. Bon, j'ai toujours ce poids de la culpabilité, ça c'est obligé, je vivrai toute ma vie avec ça. Mais justement, c'est ça aussi qui me permet de tenir, de me dire « ouais, mais stop, faut arrêter là ». Et puis être un homme, c'est aussi savoir s'empêcher de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, vous vous en sentez capable? Ah oui, totalement, oui, parce que je suis un autre homme. J'ai enfin compris qui j'étais et où j'allais. Ouais, je suis un autre homme, vraiment, je suis un autre homme. Un discours très policé, mais qui ne trompe pas l'équipe du CNE. Laurent a expliqué qu'il comptait retourner vivre chez ses parents, âgés, à 2 maisons de sa nièce, l'une de ses victimes, à quelques rues de toutes les autres. Comment vous pouvez, à un moment donné, alors en ayant ce discours de dire les victimes sont au centre de mes préoccupations, de revenir sur le lieu des faits? Je vais aller où? Mais n'importe où en France. Loin. Moi, mes parents, ils ont aussi besoin de voir leur fils. Ouais, mais il y a le désir de vos parents et il y a une réalité aussi. La réalité, c'est que je vais pas aller, je vais faire en sorte de ne pas rencontrer mes victimes, de faire attention. Vous garantir ça, c'est impossible à garantir. Voilà. Et c'est quoi la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est les victimes. Je sais que c'est rembourser les victimes. Non, c'est pas rembourser les victimes, c'est éviter tout nouveau traumatisme aux victimes. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, votre choix, là, il est totalement incohérent par rapport à votre discours. Alors, moi, c'est vrai que j'ai construit cette sortie avec mes parents. Vos parents étaient là au moment des premiers faits. Enfin, vous viviez chez eux. Ils n'ont rien empêché du tout. Ils ne sont jamais un frein, on le sait. En détention, Laurent dit avoir guéri de toutes ses pulsions car il a enfin assumé son homosexualité. Donc c'est votre petit ami? Oui, on peut le dire comme ça, voilà. Il a quel âge? Il a 70 ans, par là. Donc il a l'âge de votre père? Oui. Oui. Je sais, tout à fait.
Je me suis épanoui parce que j'ai découvert vraisemblablement mon homosexualité. Ce qui m'embête un petit peu dans votre dossier, monsieur, c'est que vous êtes incarcéré depuis 14 ans, c'est ça? Oui. On arrive en fin de peine. Oui. Et aujourd'hui, on a quand même une expertise psychiatrique qui dit que vous représentez un danger pour la société. Alors que vous dites avoir fait un travail de réflexion, Ça a été très long, madame. Ça a été très long. C'est pas un travail facile. Vous changez pas du jour au lendemain comme ça. Mais vous avez eu 14 ans pour changer, monsieur. Mais c'est très, très, très difficile. Le psychiatre dit que vous avez encore une attirance. C'est ce que je lui avais dit, qu'il pouvait rester des attirances. Mais si j'ai un fantasme, par exemple, un enfant, je sais que c'est pas ça qui va me permettre de repasser à l'acte. Comment vous allez gérer ça, dites-moi? Parce que je sais gérer, je sais me faire... Mais comment vous allez Parce que je me fais violence par rapport à ça. Ah bah, dites-moi, comment vous faites? Ces pulsions, on va dire ça, parce que... Eh bien, je les ai redirigées vers des hommes, en partie, par rapport à la société. Ouais. J'avais honte d'être homosexuel. À un moment donné, monsieur, tous les homosexuels contrariés ne sont pas... Mais bien entendu, je l'entends bien. Dans votre discours, c'est un peu le raccourci que vous faites. Hein. Ah non, c'est pas un raccourci. Ah, si. Après 1 heure d'entretien musclé, Geneviève Dolata décide de recouper le discours de Laurent avec celui qu'il tient à la psychologue et à la conseillère pénitentiaire d'insertion. Ouais, on va tenter la bibliothèque. Ça va? Il est usant, l'entretien. Usant. J'ai fait qu'1 heure, là, mais... On a fait 3 heures hier, c'était... Ouais. On a parlé aussi de son petit ami officiel, mais il compte plus avoir de contact avec lui à l'extérieur. Ça, je sais pas si vous êtes au courant. Ah bah hier, c'était encore son petit ami. Oh. D'accord. Ouais. Ok. Bon, du coup, c'est pas clair non plus. Il n'y a rien qui est clair, ouais. En janvier 2017, il avait encore des pulsions. Mais en un an, tout s'est éteint. Pour autant, hier, il nous a dit qu'il y avait encore des pulsions. Ouais. Donc il ment aussi là-dessus. Ce qui fait aussi qu'il est inquiétant, parce que c'est quelqu'un qui a des ressources intellectuelles indéniables, mais il les saisit pour renforcer son mode opératoire, quoi. Il est extrêmement inquiétant. Cela fait bientôt 6 semaines que les détenus sont évalués. C'est le moment pour la commission de rendre son avis. Elle commence par évoquer le cas de Guillaume, qui a abusé de sa belle-fille pendant 6 ans. Bon, vous en pensez quoi, lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il en dit, de ses capacités actuelles, de ses fragilités? Il n'a pas encore assez travaillé sur lui-même. Ouais. Il est conscient de certaines choses, mais je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Donc ce serait pour moi encore un peu prématuré de le voir sortir. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile, vulnérable. Il faut un suivi psychologique, psychiatrique et addicto à la sortie, ça c'est clair. Okay. Bon, après, la situation n'est pas si dramatique que ça. C'est même plutôt rassurant. Pourquoi pas un projet de sortie chez sa mère, ouais, effectivement. Ça tient la route. Après. De toute façon, il faudra encore un petit peu de temps, parce que le temps de remonter, retrouver le travail, enfin, on n'est pas sorti dans les 6 mois, là, on sera sur une sortie d'ici 18 mois, pas avant. Malgré les réticences de certains référents, Guillaume ne présente pas de système de prédation. Alors la commission retient un risque faible de récidive. Pour Laurent, le pédophile qui sort dans 6 mois, la commission va tout faire pour empêcher un nouveau passage à l'acte. Il y a des couples, en fait, il faut le sortir de sa zone de confort, quoi. Parce que là, clairement, il y retourne et bien comme il faut, quoi. Et conforté par papa-maman, en plus. Donc, autant dire que la toute-puissance, elle sera de nouveau là. Hein. Bon, on va partir de toute façon sur la surveillance judiciaire, on va conforter le magistrat là-dessus. Interdiction de rencontrer les victimes. Ce serait bien qu'il soit interdit du département, très clairement. Ce serait bien qu'effectivement, on puisse avoir une vigilance particulière à ses connexions Internet. Et même éventuellement l'entrée en contact avec les mineurs, puisque oui, ça on va rajouter aussi. Quand on le questionne encore sur... il le dit que son activité professionnelle était uniquement à des fins sexuelles. Et quand on questionne sur le fait qu'il ait voulu passer le BAFA, voulu être éducateur, pareil, il le dit, c'était pour faire plus de victimes. Il sort fin août. Hein. Oui. Donc,
fera ce qu'on peut. Toutes les mesures possibles. On fera tout ce qu'on peut. Ouais. Après le reste, il y a des mesures de contrôle qui existent. On les exploite tant qu'on peut. Maintenant, c'est des mesures de suivi en milieu ouvert. Et l'incarcération se termine. On fera tout ce qu'on peut, effectivement, pour en tout cas le contrôler le plus possible et éviter toute récidive. Maintenant, c'est pas une garantie absolue. Laurent aura notamment l'obligation de porter un bracelet électronique qui le géolocalisera 24 heures sur 24. Mais l'équipe en est persuadée, il retournera un jour en prison. Quant à Balthazar, le plus vieux détenu de France, le CNE a décidé de lui laisser une chance et a rendu un avis favorable. Le juge a suivi la recommandation et accordé une libération conditionnelle sous bracelet électronique en juillet prochain. Le parquet a fait appel. Ce sont des actes monstrueux qu'ils ont peut-être commis. Mais ce ne sont pas des monstres. On est fait de la même pâte humaine. On a les mêmes ombres dans notre personnalité, en nous. Nous, on n'est jamais passé à l'acte, mais on se sent quand même tout proche. Ils sont pareils à nous. C'est quel numéro, là? 6, c'est un grand casier, là. C'est 6. Ouais. Chaque semaine, René Folzer vient s'entretenir avec des détenus condamnés à de longues peines. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une alarme. Alors il faut faire attention qu'elle ne se couche pas, parce que sinon ça attire un attroupement de surveillants. Oui, je vous l'envoie. Prenez place, monsieur. Père et grand-père, cet ancien comptable est visiteur de prison, bénévole, depuis sa retraite il y a 17 ans. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. Cela fait 1 an et demi que René s'entretient avec Régis, 66 ans. Régis a été condamné à 25 années de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat d'une femme. Alors? Eh ben, depuis... Quoi de neuf depuis la dernière fois? Changement de cellule. Je suis passé d'un 7 mètres carrés à un 10 mètres carrés. Vous allez faire des jaloux, là? Est-ce que les... Ben oui, parce qu'il y en a déjà qui sont passés et disent « Oh, mais je savais pas qu'elle était aussi grande, cette cellule. J'aurais dû la demander. » Ben, je dis trop tard. Ben ouais, elle est prise. Ouais, mais elle sera libre dans 15 ans, ça va. D'accord, ben, Le détenu a raconté les détails de son crime dès leur premier rendez-vous. Sport qui soit un petit peu intéressant, quoi. Maintenant, les conversations portent sur leur quotidien, à tous les deux. Donc vous, la santé, ça va? Ça va de mieux en mieux, franchement. J'ai vraiment pas à me plaindre. La voix est revenue. Oui, je vois que... puis je ne me sens pas fatigué, vraiment. J'ai eu de la chance pour l'instant. Ben moi, je trouve un bon visage. Hein. Ouais, beaucoup mieux qu'il fut un temps. Ouais. J'ai pris le soleil aussi un petit peu, parce que j'ai repris le jardin, là. D'accord. Voilà, sinon... Voilà, et autrement? Bon, moi... la vie se passe. Ouais. La vie se passe, que j'ai fait tous ces temps, ben, pas grand-chose, à part le changement de cellule qui m'a quand même occupé, quoi. Ben, le plus, c'est pour remettre toutes mes photos d'aplomb. Là, j'ai encore pas tout mis d'aplomb, mais... Ouais. Il y a des fois, je les laisse un mois, puis après, je fais des changements. Donc voilà, ça passe le temps. Mais finalement, c'était pas plus mal, parce que ça fait un... C'est la seule visite que Régis reçoit en prison. Ça me fait sortir de la cellule, ça me fait... voilà. Parce que sinon, cet après-midi, j'avais pas grand-chose de prévu, donc qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais écrit. À défaut de mieux, hein, voilà, on je dis pas... de... Hein? Non, mais c'est très important, voilà, parce que ça me fait avoir un petit pied à l'extérieur. C'est important. On clôt le débat. Les deux hommes ont pu parler 1 heure.
Donc ce sera le mercredi ou jeudi, dans 15 jours? En principe, je viens le mercredi. Eh ben ma foi, merci bien de votre visite. À dans 15 jours. À dans 15 jours, merci bien. Chef de détention, bravo. 185 hommes sont emprisonnés à Ensisheim, une des 12 maisons centrales pour longue peine en France. Assassins, les 3/4 purgent une peine supérieure à 20 ans. Âgés de 22 à 77 ans, pour eux, le temps est devenu un vertige, souvent un ennemi. Putain, j'ai pris 20 ans. Bordel, qu'est-ce que je vais faire pendant mes 20 ans? Si je m'ennuie, je déprime. Si je déprime, j'ai des idées noires. Si j'ai des idées noires, on devine la suite. J'ai tué mon ex-petite amie de sang-froid. Donc j'ai été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, crime avec préméditation. Ici, vivent dans l'ombre certains des hommes ayant commis les pires crimes en France. Durant plusieurs semaines, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de les interroger, dans leur intimité, sur cette vie passée à l'écart de la société. Et puis après, donc, je faisais le remplacement d'oxy. Et puis, ça durait 3 semaines. Au bout de 3 semaines, boum, j'ai fait l'atelier. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé en prison, je me suis retrouvé avec plus rien. C'est comme si j'avais passé une porte, je l'avais fermée, et j'étais dans une autre vie. On se dit, waouh, j'ai appris que j'ai 24 ans, je me dis, je vais sortir à quel âge? 50 ans, 55 ans, je vais passer ma vie derrière la prison. Deuxième étage, un chef de poste. Autour d'eux, des surveillants, directeurs, travailleurs sociaux, médecins, s'activent pour aider ces hommes à donner un sens à leur peine, voire y trouver une issue qui pour certains peut paraître très incertaine. Pour moi, vieillir en prison, c'est des peurs et la réalité, d'être inadapté aux nouvelles technologies à la sortie, de perdre toutes les relations familiales, amoureuses, amicales, sociales. Ce qui, dans mon cas, est pratiquement tout est fait, presque. Et donc de mourir seul en cellule, abandonné de tous. Alors c'est pas très gai, mais c'est une partie de la réalité, quoi. Ça va? Ça va. Il n'est pas encore 7 heures. Geoffrey, le surveillant d'étage, ouvre les portes des cellules pour la première fois de la journée. Bon. Hein? Je vais vérifier qu'ils soient tous là. Donc après, on valide l'effectif. Une fois que tout le monde a validé, on peut lancer les premiers mouvements, en fait. Puis la journée peut commencer. L'ouverture des portes, on voit que vous frappez pas avant de rentrer, hein, Non, on frappe pas avant de rentrer, non. On rentre et puis on vérifie. Je veux dire, on n'est pas à l'hôtel. Les portes ne sont ouvertes qu'une quinzaine de minutes. Le temps de prendre une douche au bout du couloir. Après, les détenus seront à nouveau enfermés, sauf ceux qui partent en activité. Ici, pas de surpopulation. Comme toutes les longues peines de France, Bertrand est seul en cellule. C'est ma maison ici aujourd'hui, c'est mon appartement là-dedans. Oui. J'ai pas grand-chose, mais tout est là. 7 mètres carrés? 7 mètres carrés. J'ai aménagé à mon goût, à ma couleur. Bertrand purge une peine de 24 années de prison. Merci. Il n'a pas voulu évoquer le crime qu'il a commis. Tous les jours de la semaine, le détenu part travailler. Il est quelle heure? 7h15, là. C'est tôt? Pardon? C'est tôt? Non, c'est juste, c'est normal. La journée appartient à celui qui se lève tôt le matin. Hein. Bonjour, surveillant. Bonjour. Salut, les gars. J'ai oublié une petite pince.
fait des enrouleurs 20 mètres. Donc c'est pour le bricolage, pour la maison. On a une commande de 432 là. C'est déjà pas mal, quoi. Vous en êtes à combien? Bah, c'est les premiers. On vient de les commencer. Bertrand est payé par un fabricant de matériel électrique qui a relocalisé une partie de ses ateliers dans la prison. Aux 35 heures, il touche 500 €, 2 fois moins que le SMIC. Il n'a pas de congé payé, mais ce travail et cet argent lui sont indispensables. On est nourri, logé, mais ça reste vraiment de la base de chez base, quoi. Vous avez besoin de payer quoi ici? Ah, mais tout. Moi, ça va des sous-vêtements aux chaussettes, aux habits, un peu de nourriture, un peu de tabac aussi. On paye même la télé. On paye un abonnement mensuel. Vous savez combien c'est? Entre la télé et le frigo, c'est 14 €. On bosse pour s'occuper, en fait. Surtout, c'est pour s'occuper. On pense pas aux raisons pourquoi on est là, tout ça. Mon travail, c'est pour se en même temps, on se ventile. Moi, je pense que le travail, c'est important. Un détenu qui travaille pas, je sais pas comment il fait, quoi. Ça doit être long toute la journée. Hein. Une personne qui reste enfermée 3/4 de la journée, c'est pas bon, quoi. Moi, je sais pas comment ils font, quoi. Bertrand a dû patienter 3 mois pour avoir un poste. Une dizaine d'hommes sont sur liste d'attente. Au total, plus d'une centaine de détenus travaillent. SAS, le petit sas, merci. Certains, employés directement par la prison, comme ici en cuisine. Et voilà, attends les pieds. C'est bon les pieds? Ouais. Et voilà. Guy, 62 ans, s'occupe de gérer les stocks. Ici, j'ai un frigo légumes. Hein, vous pouvez voir. Hein. On a beaucoup de frais. On essaye d'avoir le moins possible de surgelé, quoi. Alors là, vous voyez, il y en a encore. Hein. Là, c'est tout, voilà. Tout ce qui est conserve, tout ce qui reste au sec. Le budget repas revient ici à 3,80 € par jour et par détenu. Je vous fais tout voir. Hein. Ça, c'est fruits de mer. C'est tout ce qui est poisson et fruits de mer. Ça fait 2700 repas par semaine. Hein. Donc, ça fait du poids et du volume, quoi. Attendez, je referme. Hop. Et comme ça, demain... Avec l'aide d'un agent technique, Guy, ancien chauffeur routier, a aussi la responsabilité d'établir les menus. Complets, sans porc et même végétariens. Chips, un paquet. Avec burger frites, tu veux mettre quelque chose? Tu sais quoi, on mettra une macédoine, sinon une petite barquette de macédoine. Bah, samedi soir. Ils en ont le lendemain, tu vois. Ah, ils en ont le lendemain, ouais. Non, mais on peut faire une salade de pâtes aussi. Ils vont faire que... ouais, pas de frites, ils vont mourir avec ça. Bon, bah c'est bon, hein, on attend juste là. Ouais. Des repas en prison, hein. Guy en a pris plus de 10 000. Moi, quand je rentre ici au travail, quand je passe la porte, je ne suis plus en prison. Vous voyez? Je suis au travail. Ça n'a rien à voir. Je ne considère pas ce qui m'entoure comme des surveillants, des machins, c'est comme des collègues de... C'est pas des collègues de boulot, mais c'est pareil, on est toujours ensemble, en fait. Et au bout de tant d'années, vous connaissez tout le monde aussi. Vous voyez? Ça fait longtemps que vous êtes ici à Ensisheim? 11e année. Et incarcéré depuis longtemps? 15 ans. Ouais. Bon, puis il en faut encore. Hein. Il en faut encore? Il en faut encore 5-6, quoi. Donc on va essayer de tenir jusqu'au bout, sans trop vieillir. Parmi les collègues de Guy, il y a Paul. Condamné à 20 ans, il a effectué la moitié de sa peine. En prison, il a suivi une formation cuisine. C'est devenu un expert de la sauce rémoulade. Des œufs, vous les passez au broyeur, vous voyez, avec du cornichon, sel, poivre, et voilà, c'est la plus simple des sauces. C'est sa seconde longue peine, après une première condamnation à 15 ans. Vous avez des amis en détention? En prison, il y a des copains, il n'y en a pas. Moi, si vous avez les poches pleines, je suis votre copain, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si tu n'as rien, tu te démerdes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le... C'est dans toutes les prisons, c'est comme ça. En fait, la loi le plus... Et en fait, en prison, c'est... Vous avez deux clans, les forts et les faibles. Les forts mangent les faibles. C'est aux faibles à se défendre.
Sinon, si vous mettez un pied sur... on vous met un pied, ça y est, c'est fini. C'est la jungle, la prison. Seuls les détenus les moins dangereux peuvent travailler en cuisine. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Merci. Je te récupère ça? On est vraiment dans la partie une des plus dangereuses de la prison. Un couteau d'office avec une lame de 30 cm, ça fait des dégâts et j'ai pas envie de le retrouver dans le corps d'un collègue, donc c'est toute une chaîne qu'on doit respecter. C'est très très important. Après, vous voyez, on a des choses comme ça dans une prison. On peut pas trop se permettre de jouer avec ça. Mais aujourd'hui, tout est bon. C'est bon? Ce sont aussi les détenus qui assurent le service. Un deuxième? Tu veux ça? Comme Simon, C'est la sauce? auxiliaire des tâches depuis 3 ans. Simon a été condamné en 2008 à 29 ans de prison pour trafic de stupéfiants et assassinat. Lui, mon tissé qui va manger. Hop, vous voyez? C'est un gourmand. Il avait alors 24 ans et un bébé, devenu aujourd'hui collégien. De mon fils que je reçois régulièrement. Simon reçoit ses bulletins scolaires. Je suis fier de mon fils parce qu'il est bon à l'école. En plus, c'est un enfant qui est très gentil, très respectueux, et très intelligent, et il a l'esprit vif pour son âge. Des résultats en hausse, un excellent raisonnement mathématique, un excellent questionnement. Il se montre très mature dans sa réflexion mathématique, mais beaucoup moins dans son comportement, voilà. Mais bon, ça, c'est comme tous les enfants, hein. Je vais vous dire une chose, le plus dur, c'est par exemple, ma femme elle va avoir un problème avec mon fils ou elle va avoir un problème dehors, peu importe, et de rien pouvoir faire, de ne pas pouvoir être là. Ma mère, elle aura besoin d'un service, qu'elle aurait besoin d'avoir son fils à ce moment-là, de ne pas pouvoir être là. Ça, c'est le plus dur. Mais elle est là, la sanction, je pense. Ces moments-là, on les vit plein de fois, de ne pas être là. Parce que pendant des années, moi je vous dis, ça fait 11 ans déjà que je suis incarcéré, il y a eu beaucoup de fois des moments comme ça. On ne sert à rien, en fait. Vous voyez, on est là, on ne sert à rien. C'est nous le poids pour notre famille, on est un fardeau, en fait. Et à ce moment-là, de se sentir comme ça, c'est ça pour moi le pire dans la prison. Le fils de Simon vient le voir 1 à 2 fois par mois en prison. Ce jour-là, avec sa grand-mère, la mère du détenu. Tu vas faire quoi, ton père, pour ton anniversaire? Ouais, Comme à chaque fois, ils ont dû louer une voiture, parcourir plusieurs centaines de kilomètres et dormir à l'hôtel. Plus de 11 ans que ça dure. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez vu en détention? J'étais en colère et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, on se dit où est-ce qu'on a péché, pourquoi il en est arrivé là. On se pose un tas de questions et puis il n'y a personne pour y répondre non plus. Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as compris que ton papa était en prison? Bah, je pense à partir du moment qu'on a commencé à aller le voir, enfin, quand on a vu les lieux et voilà. Tu avais quel âge la première fois que tu l'as vu, tu te souviens? Bah, peut-être 5 ans ou 4 ans, je sais pas. On ne rappelle plus. Bah, 4 ou 5 ans, je pense, à peu près. J'étais heureux de le voir parce que ça me faisait plaisir de le connaître. Et donc, du coup, j'étais assez content de le voir pour la première fois. Donc, du coup, ça m'a procuré de la joie. Tes copains, ils le savent?
T'en as parlé à l'école? Je leur dis qu'il n'est pas avec nous, mais qu'on le voit quand même. Bonjour, allez-y. Voilà, ça va? Ça va? Bonjour mon trésor. Ça va? Ça faisait longtemps. Ça, c'est pour pas avoir pensé à moi la fête des mères. Ah. Simon a réservé l'un des 4 salons familiaux de la prison. Des espaces plus grands et plus intimes que les parloirs. Bon, comment on allume ton truc là? Faut appuyer sur le bouton. Ah, non, mais j'ai appuyé sur le mauvais. Moi, j'aime bien les documentaires. Ça, la télé. Pendant 3h45, ils seront presque comme chez eux. Dans la pièce, il n'y a aucune vidéosurveillance. T'as pas bronzé, hein? Ah, moi, j'ai du mal. J'ai du mal à poser. En ce moment, je suis dans les autres. Qu'est-ce que tu penses de mon nouveau look? C'est bien, c'est belle. Ah ouais? C'est pas mal? Ça fait un Angela Davis? La moitié des détenus ici ne reçoit jamais aucune visite. Alors pour certains, le lien avec l'extérieur tient exclusivement entre les mains de Robert, le facteur de la prison. Depuis 10 ans, ce brigadier trie une centaine de lettres par jour. Ça, c'est un détenu qui reçoit régulièrement. Sa maman lui fait parvenir des revues sportives. Ça, c'est 2 détenus qui ont dû se trouver au même endroit. Et donc, ils correspondent de manière régulière, on va dire. Après, il y a les courriers du cœur. Même le timbre a la forme du cœur, donc il y a de la recherche. Là, c'est de longues lettres enflammées. La distance est à l'amour ce que le feu est au vent. Il attise le grand et éteint le petit. C'est vrai que c'est un petit peu inquisiteur, on va dire. S'il ne peut pas ouvrir les échanges avec la justice ou les institutions, Robert épluche tous les autres, pour des raisons de sécurité. Ni insulte, ni menace, ni une chose qui peut nuire gravement à sa réinsertion ou qui peut nuire à des personnes ou à la sécurité de l'établissement. Ça, c'est les caractéristiques claires qui peuvent déterminer la retenue d'un courrier dans la mesure où les propos dépasseront le cadre autorisé, on va dire. Le dernier courrier retenu, c'était il y a 2 ans, un DVD de piratage informatique. Robert n'est encore jamais tombé sur un plan d'évasion. PCD 11 et 10, merci. Sa tournée quotidienne est particulièrement attendue par Régis, le détenu qui ne rencontre qu'un visiteur de prison. Salut mon frérot. Et oui, comme tu le dis, je n'ai vraiment pas de bol. Mais j'ai eu des échos que je n'étais pas le premier à qui il a fait le même coup. Il y en a même 2. Régis a reçu 2 lettres, dont celle d'un ancien codétenu. Il me fait chier. Il est en cellule juste à côté de moi et dès qu'il entend un peu de bruit, il tape au mur en me menaçant. Je vais en rester là pour le moment. Je te souhaite aussi de belles journées et surtout prends bien soin de toi. Donne-moi très vite de tes nouvelles pour savoir si ça va mieux. Bis, écrit. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui pensent à moi. Ça permet de subsister, on va dire, de survivre. En prison depuis 5 ans, Régis a presque une dizaine de correspondants. Voilà, il y a tous les courriers que j'ai reçus. De sa vie d'avant, il n'a gardé contact qu'avec 2 femmes. Mais par petites annonces, il a noué de nouvelles relations épistolaires. Je mets des numéros dessus quand je les reçois. Et ça, c'est le numéro 3, c'est une nouvelle correspondante. Et là, c'est la 3e qu'elle m'a envoyée.
Je mets la date à laquelle j'ai reçu, la date à laquelle j'ai répondu. Là, j'ai encore des boîtes vides. Si jamais il y a une autre correspondance, ils ont déjà leur boîte. Mais je n'achète pas des biscottes juste pour avoir les boîtes. Hein. Je mange des biscottes quand même. Pour Régis, le courrier est devenu une arme contre le temps et la peur de l'oubli. Je vois plus ma famille, malheureusement. J'ai 2 filles que je vois plus, donc je leur écris, elles me répondent pas. C'est dur. Hein. Je la regarde souvent en photo. Hein. Il y a une de mes amies qui pour Noël, avait mis une chaise et une assiette vide pour moi. Et ça touche? Évidemment. Il y a des fois, quand je suis tout seul dans ma cellule, je pleure comme un con, parce que je pense à tout ça, quoi. Et ces moments de tristesse, vous les gardez pour vous? Vous en parlez? Jamais, non. Non. Jamais quoi? Jamais, j'en parle jamais. Je garde tout pour moi. Ouais. Bertrand, le détenu qui travaille aux ateliers, n'a lui plus aucun lien avec l'extérieur. Moi, j'ai commis un crime qui a fait que toute ma famille et mes amis m'ont abandonné. Je comprends ces gens-là, je les comprends. Vous en recevez du courrier? Non. Vous avez des appels téléphoniques? Non, non, pas du tout. Vous avez des parloirs? Pas du tout. Comment on le vit? On a l'impression de plus compter pour personne. Rien que ça. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, il me faut une pièce d'identité et puis vous avez des portables? Oui. D'accord, donc je vous donne un casier. Lorsqu'il accueille des visiteurs, Jean-Marie, le surveillant moniteur de sport de la prison, sait tout de suite les mettre dans l'ambiance. Pas trop. C'est une première. Un petit peu, oui. Moi, si tu nous laisses gagner, tu as le droit de ressortir. Ses invités viennent jouer au tennis de table. Et leurs adversaires sont des détenus de la centrale. On contribue à les sortir un peu de leur isolement, certainement. Bon, c'est difficile de mesurer exactement l'impact, mais enfin, je pense que ça ne peut que les aider, hein, c'est clair. Puis pour nous aussi, c'est une expérience de voir ça, de venir ici. Ça nous apporte aussi. J'ai quand même une petite boule au ventre, vu que c'est la première fois que je viens dans une détention. Mais bon, après, avec le jeu, ça va se calmer et ça va aller mieux. C'est le championnat départemental, officiel. Seule particularité, l'équipe de la prison ne joue jamais à l'extérieur. Allez, messieurs, bon match. Parmi les 3 détenus à jouer, Pierre, la quarantaine, encouragé par son surveillant et entraîneur. C'est pas grave, on reprend, on récupère tout de suite. Hein. Allez. Condamné à 20 ans de prison, Pierre peut espérer sortir dans 2 ans. Oui, bravo. Super. C'est sa première victoire de la saison. Putain, j'ai cru quoi. J'ai cru que j'allais pas arriver. Ça fait du bien, ça libère un peu toute cette pression qu'on a de la journée, de la semaine. Comme on dit, dans tous les domaines. Hein. Le sport, c'est une bonne thérapie. Hein. Donc voilà. 7-7. On pourrait pas les laisser 10, 20, 30 ans enfermés dans leur cellule. Ça deviendrait... C'est comme si vous allez au zoo et vous voyez des bêtes qui sont enfermées pendant 10, 20, 30 ans et qui deviennent féroces, quoi. Et donc là, on les accompagne pour pouvoir mieux les réinsérer. Après 3 heures et 14 rencontres, les détenus l'emportent. T'as pas fait de gâteau aujourd'hui? Ah, d'accord. Regarde le boisson là-bas qui nous attend, mais on n'a pas droit au champagne, mais au champonie, c'est tout. Et encore, on n'a plus le droit. Ah ouais, parce que comme c'est une bouteille en verre, on n'a plus le droit d'avoir le champonie. Bon, une question. 22 ans, j'ai fini. Est-ce que je peux venir intégrer dans votre club?
Pourquoi pas? Bien sûr. Nous, tu m'as pas. Je comprenais même pas la question. Nous, on n'a jamais refusé personne. Ah oui. Ouais, bah bon, après, tu sais, c'est le milieu. Un mec qui sort de prison, je veux dire, c'est le milieu carcéral. Au départ, bon, maintenant, on le connaît. Mais t'es même pas obligé de le dire. T'imagines, si j'intègre dans un club, bah, je doit te voir à la table. C'est autre chose. À la table, c'est autre chose. Si la personne est sympa en face, on l'accueille avec plaisir. Allez, on va aller boire un coup. On va se voir la gorge un peu sèche. Face à ses adversaires du jour, Pierre ne révélera rien des faits qui l'ont conduit en prison. Il est incarcéré depuis 11 ans. Chef d'une petite entreprise de BTP, sans antécédent judiciaire, passionné de rallye automobile, il vivait en couple avant de devenir un violeur en série. Je suis incarcéré pour les faits de viol, quoi. Donc 4 tentatives de viol et 4 faits de viol. C'est compliqué, hein. Je me dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi vous rentrez dans un système après psychologique le soir? Vous pensez qu'à ça, quoi. Voilà, putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai basculé comme ça? Pourquoi je me suis pris à ces pauvres femmes, je veux dire? Putain, vous savez, quand je me suis levé le matin, que j'ai pris un couteau de cuisine et un bas, et j'ai pris la voiture et j'ai roulé, je veux dire... Je ne savais même pas ce que j'allais faire. J'ai croisé une pauvre femme, je veux dire. Voilà ce que j'ai fait, quoi. Je veux dire, voilà, vous basculez d'aller faire des choses sans vous rendre réellement compte de ce que vous faites. Je prends juste le dessert. Il est 19h. La porte ne sera pas rouverte avant 7h le lendemain. Ici, les nuits de Pierre sont silencieuses, solitaires, mais aussi habitées. Quand le soir, la porte elle se ferme, vous regardez les heures passer, quoi. Ouais. Moi, je me couche tard. Je n'arrive pas à me coucher bonne heure. J'arrive à me coucher parfois à 2h ou 3h du matin. Parfois, je pense. Je réfléchis. Vous pensez à quoi? Je pense à ma vie, quoi. La vie. Qu'est-ce que j'ai... Comment serait ma vie aujourd'hui sans ça, sans tout ça, quoi. Je pense à ça, je pense beaucoup à mes victimes, quoi, voilà. C'est d'arriver à se construire, c'est d'arriver à... Voilà, c'est à la seule sorte. C'est une habité par les sentiments, par les rêves, parfois. Vous rêvez de la prison? Ouais, souvent, ouais. On rêve de tout ça, hein, des murs, des clés, voilà. Parfois, vous vous réveillez parce que vous pensez qu'il va arriver, que c'est... Voilà, quoi, tas de choses comme ça, quoi. Quatre fois par nuit, un surveillant vérifie que les détenus sont, selon l'expression réglementaire, présents et vivants. Geoffrey doit jeter un œil aux 185 cellules occupées. Quand il est de service de nuit, Geoffrey passe 1 heure dans chacun des 3 miradors de la prison. Qu'est-ce que c'est la mission dans le Mirador la nuit? Surveillance, vérifier les abords, vérifier qu'il n'y ait pas de protection. Que ce soit des détenus, qui seraient amenés à se passer même des téléphones ou des substances. Et surtout des projections venant de l'extérieur. Des drones, tout et n'importe quoi en fait. Écran de vidéosurveillance, mais aussi armement lourd en cas de tentative d'évasion. Avec 5 ans d'ancienneté, Geoffrey est payé 1 500 € net par mois. Ici, on est en centrale, donc c'est sûr, c'est plutôt calme. Mais c'est vrai que d'un moment à l'autre, en fait,
Ça peut partir et ça peut se terminer en prise d'otage, comme j'ai connu ici. J'ai un collègue de mon équipe donc, qui a été pris en otage par un détenu, puis quelques minutes après par 2 autres qui ont suivi. Donc ils ont été 3 à le prendre en otage pendant plusieurs heures. Ils ont tenté de s'évader. Ça reste traumatisant, ça reste qu'on a une lame sous la gorge. Ça reste que derrière, on a le détenu qui crie d'ouvrir la porte parce que sinon il va l'égorger. C'est vrai que le surveillant qui est là, ça doit pas être évident pour lui. C'est des gens qui ont pris perpétuité. Donc on se dit qu'ils ont rien à perdre, donc qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire pour atteindre leur objectif finalement? À Ensisheim, il y a eu 2 prises d'otages depuis 2016. Et rien qu'en 2018, 7 agressions contre des surveillants. Des incidents qui sont sanctionnés immédiatement, en commission de discipline. Aujourd'hui, 5 détenus comparaissent. Bonjour. Bonjour, monsieur. L'audience est dirigée par le directeur adjoint de la prison, qui se base sur les comptes rendus d'incidents rédigés par les surveillants. J'ai constaté l'état déplorable de la cellule. Je lui ai donc demandé de nettoyer ce qu'il a refusé en me répondant en ces termes « J'ai pas que ça à foutre, va te promener ailleurs, fais pas chier ». Il est entouré d'une greffière, d'un citoyen assesseur et d'un surveillant. Ça ne m'étonne même pas en fait ce type de CRI parce que c'est un peu le comportement qu'il a au quotidien. C'est tout. Au quotidien? Au quotidien. Oh, j'ai changé moi entre temps, hein. J'ai changé moi. Nous, on ne voit pas de changement. Nous, agents d'étage, on ne voit pas de changement. Une avocate de permanence défend les détenus. Découverte en cellule de drogue, de téléphone portable, ou plus fréquemment menaces et insultes, les sanctions peuvent aller de l'avertissement au placement en quartier disciplinaire. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le directeur. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Cet homme purge une peine de 30 années de prison pour meurtre. Ce n'est pas la première fois qu'il comparaît en commission de discipline. À 16h45. Ce jour, le mercredi 15 mai 2019, à 17h15, le détenu refuse catégoriquement la fermeture de sa cellule et me menace en me tenant les propos suivants. Toi, je vais bientôt te tirer dans la cellule et te frapper. Je suis raciste, j'aime pas les Français, continue comme ça et je vais te tuer. J'ai dû appeler le gradé ainsi que le chef de poste afin de mettre fin à l'incident et de pouvoir réintégrer le détenu. Je vous écoute, monsieur. J'ai dit à lui, laisse-moi un peu respirer. Et lui, il dit, non, je suis le chef ici et j'ai commandé ici. J'ai dit à lui, respecte-toi. Pour moi, j'ai fait respect pour toi. J'ai pas menacé, j'ai discuté avec lui. À la fin, j'ai dit à lui comme ça, directement. Tu as 2 solutions, sinon tu tues moi, sinon je tue toi. C'est tout. Elle dit devant... Ça va, monsieur, vous êtes un peu plus expressif. S'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur, après, vous parlez. Non, monsieur, c'est moi qui préside la commission de discipline. Si j'ai une question à vous poser, je vous ne vais pas couper votre parole, s'il vous plaît. Avoir des menaces, je te tue, tu me tues, on n'est pas là pour ça. Si l'agent de... Moi, c'est pas... Je suis pas quelqu'un de violent. Demande à fermer la porte. Eh bien, il ferme la porte. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, quelle raison? Vous êtes juste injuste. Vous aussi faire un peu de pouvoir, diffamation, c'est tout. Comme au tribunal, le délibéré est couvert par le secret. En 2018, 183 sanctions ont été prononcées ici. Le délibéré. Il n'y a pas de quoi. Il faut que je refasse ça. Je suis dangereux, putain. Je pète, attention. La commission a délibéré. J'ai décidé de vous sanctionner de 7 jours de quartier disciplinaire, fait à côté d'aujourd'hui. Aucun Vous problème. avez 15 jours pour faire un recours auprès du directeur interrégional. Rien du tout. Aucun problème. Immédiatement placé au quartier disciplinaire. Le détenu n'a plus droit qu'à 1 heure de promenade par jour, seul. Aucune activité non plus. Et une cellule spartiate, sans télévision, avec juste un poste de radio. La justice pourra aussi lui retirer des réductions de peine. Un incident comme celui-ci peut repousser d'une quinzaine de jours sa libération.
un jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et passages cloutés. Il y avait un bal, donnait des fringles verts dans un coin de verdure, de petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que c'est paru, trop d'émotion dans un... Incarcéré depuis 2011 pour un crime dont il n'a pas voulu nous parler, Alfie est arrivé ici il y a quelques mois. Il s'est inscrit au cours de chant hebdomadaire et à bien d'autres activités. Je suis déjà donc inscrit à l'activité informatique, culture générale, philo, à l'atelier modelage poterie, à la méditation de pleine conscience, à la médiation animale, donc il y a des personnes qui viennent avec leurs chiens. Pourquoi autant d'activités? Et moi, mon pire ennemi, c'est l'ennui. Et si je m'ennuie, je déprime. Si je déprime, j'ai des idées noires. Si j'ai des idées noires, on devine la suite. Ah, comme on dit, il faut tuer le temps avant qu'il nous tue. Donc, ça permet de sortir de cellules, ça permet de rencontrer du monde. Et sans ça, c'est vrai que on se demanderait pourquoi on se lève le matin, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se dit qu'on a encore 7 ans à faire? Pas grand-chose. On essaye de le vivre le mieux possible. En fait, compte, c'est une folie, quoi. C'est l'occupation du temps, c'est peut-être pour éviter justement de devenir fou, quoi, en fait. Il y a peut-être des moments où j'en serais pas loin, quoi. Tuer le temps, le mettre à profit aussi, pour se soigner. Paul, le spécialiste de la sauce rémoulade, a aujourd'hui 60 ans. Sa seconde longue peine, c'est pour un crime commis sur fond de fête, d'alcool et de sexe, nous a-t-il confié. Un passage à l'acte qu'il essaye de comprendre. Moi, ma vie, elle est simple. Hein. Ma mère, elle était mère au foyer, mon père travaillait à la mine. Moi, ils n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école faire des études de médecine ou tout quoi. Non. Voilà, on n'a pas tous la même chance hein, dans la vie. J'avais 11 ans. Ma mère, elle est décédée en 71. Elle était malade, elle avait la leucémie, mais mon père, il buvait, voilà, l'alcoolo, il frappait ma mère, moi, il me frappait. Hein. Moi, il me mettait par terre pendant des heures, je ne bougeais pas, avec une règle rectangulaire, là. Ou alors le charbon, puis si tu bouges, il t'en mettait la dose. Hein. Ah oui, moi, j'ai souffert avec lui. Hein. Après, je me dis, est-ce que c'est ça qui m'a emmené à être comme ça aujourd'hui? La violence, pas aucun... je sais pas comment je pourrais dire ça. Moi, en fait, j'ai aucun sentiment. J'ai pas de sentiment pour les gens. Je parle avec les gens, voilà, c'est tout. Après, voilà, j'ai pas ce... Avoir un bon copain, je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est un truc de fou, quand même. À Ensisheim, 75% des détenus consultent en psychologie ou psychiatrie. Plus d'une trentaine seraient schizophrènes. 2 psychiatres et 4 psychologues viennent travailler en prison, avec des méthodes parfois surprenantes. Oui. Allez, ça se tient, ça se tient. C'est bien. Tous les lundis, Sophie Brandt enfile son survêtement pour une partie de tchoukball. Un jeu qui mélange soignants, personnel pénitentiaire et détenus, où les contacts sont interdits. Une activité thérapeutique pour apprendre aux détenus à canaliser leur agressivité. Victoire et Alors, messieurs, on fait un petit retour sur le jeu, juste vos impressions. Donc on va commencer par... Tu vas? Alors. Je me suis bien défoulé, et voilà, je vais rentrer tranquillement dans ma cellule, une bonne douche, et puis voilà, repos. Ok.
Alors aujourd'hui, tu étais vraiment à fond dedans, et collectif, enfin, tu as marqué des buts, ça fait 10 ans que tu n'en as plus marqué, quoi. Non, c'est bien, franchement, très bien. Voilà. Toi? Toutes les fois où je suis venu comme ça, c'est que ça a donné quelque chose de bon. Et ça a très bon sens. On est quand même un bon petit groupe. Et sur le jeu, voilà. Aujourd'hui, je dirais que tu es le MVP. Tu es le meilleur joueur. MVP, t'es sérieux là? Tu es parti de rien ou même de très bas. Et aujourd'hui, tu as vraiment bien joué. Tu as fait des passes, tu as fait du collectif. C'est ce qu'on recherche. Hein. Et d'ailleurs, tu es le meilleur exemple du tchoukball où ça marche. C'est une sacrée évolution sur les 8 séances. Voilà. Ouais. Ok, messieurs. Bon après-midi. Bonne fin de journée. Au revoir. À l'unité médicale de la prison, les psychologues et psychiatres réalisent près de 3000 actes par an. Lors de ces rendez-vous, Sophie aborde avec ses patients la vie en détention, le crime commis, mais elle remonte aussi loin dans leur passé. Depuis 11 ans, un petit peu plus, que je travaille en prison. Je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'ait dit qu'elle avait un parcours sans difficulté, avec une enfance heureuse, avec des parents aimants. Quand on en arrive à agresser l'autre dans des choses assez violentes, c'est que forcément on a soi-même vécu des choses difficiles pour en arriver là. Et puis nous, c'est une des choses sur lesquelles on va travailler dans la rencontre avec les personnes détenues. C'est une excuse? Non, c'est pas une excuse, c'est quelque chose qui permet de comprendre. Notre pari, en fait, c'est que si la personne se sent mieux psychologiquement, ça c'est assez évident, elle n'aura plus besoin de passer à l'acte. Hein, quand on va bien, on n'agresse pas l'autre. Guy, le détenu qui gère les stocks en cuisine. Entrez. Prenez place. Consulte Sophie environ 45 minutes chaque semaine. Au revoir, bonne fin de journée. Bientôt. Merci. Au revoir. Ça fait partie de la thérapie, ça fait partie de la guérison psychologique un peu. Parce qu'on est aussi dans l'acte qui a été commis. Je ne veux pas dire qu'on est victime, mais on a le mal de ça. Le mal de revenir sur de vraies bases humaines. C'est facile de parler. Rien n'est facile. De se soigner quelque part. Il faut y mettre la volonté, c'est tout. Pour rester dans le positif, quoi. Avec Sophie, c'est chercher des clés pour sortir. En fait, c'est ça. Les soins ne sont pas obligatoires. Mais avec le paiement des parties civiles et le fait de travailler, cela permet de bénéficier de réductions de peine. Jusqu'à 3 mois en moins chaque année de prison. Une carotte que tous les détenus ne saisissent pas. Monsieur. C'est le cas de ce Sud-Américain, incarcéré depuis 15 ans. C'est un habitué de la commission de discipline. Les choses sont vues de l'autre côté. Bon, vous savez pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui. Michael Magron, le directeur de détention, l'a invité à la commission du parcours d'exécution des peines. À ses côtés, un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, une psychologue et des officiers. Ils veulent lui rappeler que pour alléger sa peine, c'est du donnant-donnant. Comment vous avez évolué sur ces 2 dernières années? J'ai commencé à changer un peu de façon je pensais avant. C'est-à-dire, avant, on pensait un peu négatif, maintenant c'est plutôt positif. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose? Peut-être c'est le temps, je crois, moi. Pour moi, c'est la vieillesse de temps passé. Et je grandis, plus je grandis, plus zen. J'ai une question par rapport à tout ça. Vous faites un suivi psychologique? Je sais, je suis pas fou. C'est pas une question de folie. Je sais pas. Tout ce travail que vous accomplissez par vous-même peut être renforcé par un travail de suivi psychologique. Ça va être une des recommandations que je vous adresse. Est-ce que vous savez
Pourquoi vous n'avez pas eu de réduction de peine cette année et l'année précédente? Non, il y a deux raisons qui bloquent complètement. C'est l'absence de suivi psy et c'est l'absence de versement aux parties civiles. Et tant que sur ces deux points-là, vous ne bougerez pas, ça ne pourra pas débloquer votre compteur. Voilà. C'est l'importance aussi de cette réunion, la COPEP. Oralement, on peut vous dire, monsieur Patence, il y a un progrès, on l'a vu, on apprécie la façon dont vous évoluez. Par contre, là, on ne peut pas dire au juge, il faut lui donner des jours, parce que la juge elle dit non, non, il n'y a pas de partie civile, il n'y a pas de suivi. Merci d'être venu, en tout cas. Et puis, bonne journée. Merci à vous aussi. Ok, merci. Quelques jours après cette réunion, le détenu a été impliqué dans une bagarre avec d'autres condamnés et aurait arraché l'oreille de l'un d'entre eux. Un incident suffisamment grave pour que son transfert vers un autre établissement soit envisagé. C'est un échec. Non, je crois pas. Je crois pas. Parce que si on le résume qu'à ça, eh ben on n'avance jamais. Au contraire, c'est regardez tout le chemin que vous avez accompli, regardez toute la progression que vous avez faite. Vous avez recommis une erreur, on ne va pas se mentir. Et maintenant, c'est à vous à reprendre cette progression-là dans l'endroit où vous allez être. Il n'y aurait rien de pire que de dire « Ah, il y a eu cet incident, oh, c'est encore un tel, oui, bon, bah, c'est un tel. » Si je commence à fonctionner comme ça, je ne fais plus mon travail. Je ne vais plus les chercher, je ne vais plus travailler quelque chose, et ça devient un temps de détention subi où plus personne ne met quoi que ce soit en œuvre. Mettre des choses en œuvre pour toutes les longues peines, y compris les condamnés à perpétuité. Ils sont une quarantaine à Ensisheim. Danny a été condamné pour l'assassinat d'une femme en 2003. Jacques Chirac était encore président de la République. Qu'est-ce qui va avec la liberté et qui vous manque aussi? Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on est en prison? Qu'est-ce qu'on n'a pas quand on est en prison? Les femmes, hein, la femme, avoir des relations tout à fait normales, quoi. Les câlins, la tendresse, parler de choses qu'on ne pourra jamais parler avec quelqu'un d'autre. On ne pourra pas parler avec des détenus et qu'on ne pourra pas parler avec l'administration pénitentiaire. C'est des choses qui manquent. Perpétuité ne signifie pas prison à vie. Sur les 500 condamnés à perpétuité en France, une dizaine sort chaque année sur décision d'un tribunal composé de 3 magistrats. Vous pensez pouvoir quand même sortir un jour? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, je souhaite sortir. On s'accroche à ça. On s'accroche à ça. Parce que si on ne s'accrocherait pas à quelque chose qui nous tient à l'extérieur, bah à quoi ça sert que je vive? Bah à quoi ça sert que je fasse ce travail avec l'administration? À quoi ça sert que ces gens viennent chez moi? Mais monsieur, faites un effort. Mais monsieur, vous verrez, vous sortirez, monsieur. Vous savez, à perpétuité, il faut bien penser une chose, c'est que s'il n'y a plus rien à perdre, les premiers qui sont quand même en danger, c'est déjà nous-mêmes, hein, l'autodestruction. Certains détenus peuvent être en danger et l'administration pénitentiaire peut être en danger. C'est cédé aux étages. Dès que possible, annoncez-moi la fermeture de votre étage. Partie du lieu, tout est bouclé. Bon, c'est parti, hein. Alors, 2 heures de marche. Alors, chacun son rythme, hein. 2 km de montée. Paul doit encore faire 2 ans minimum avant de sortir, mais il s'y prépare déjà. Jean-Marie, le surveillant moniteur de sport, et son chien Emouzo, l'accompagnent avec un autre détenu pour une permission de sortir. Vous ressentez quoi? La fatigue. Mais la bonne fatigue. Ça fait du bien à la nature. Les sorties, là, franchement, je croyais pas que j'arriverais jusque-là. À grimper des trucs comme ça. Quand je dis la promenade en détention, c'est quoi? C'est une cage, on tourne en rond, c'est pas la même marche. C'est sûr, je laisserai ma place à personne. Regardez la belle vue. Là-bas, au fond, les montagnes, c'est la forêt noire. C'est en Allemagne. La vue, c'est agréable. Là, je crois que je vais construire, là.
Vous l'avez vu, je crois que je vais rester là. Ça y est, c'est bon, je vais construire là. Petite cabane, ça suffit. Il y a le lac en bas. Pour nous, c'est mieux déjà la nature. C'est mieux que de sortir, de se retrouver au centre-ville, là où il y a trop de monde. On n'a plus l'habitude voilà, de se retrouver comme ça au milieu des gens, des voitures. Si les gars ont été incarcérés pendant 10-15 ans, la première fois qu'ils vont en ville, je suis presque obligé de leur donner la main pour traverser la rue. Parce qu'il y a des voitures ont changé de forme, ils sont choqués. C'est pour ça que des marches comme ça leur permet de sortir, de voir du monde, de redécouvrir la vie de tous les jours, pour tout le monde, quoi. Allez, toutes les bonnes choses ont une fin, il faut repartir. Bon, on va maintenant bien manger. Pas de sécurité particulière. Ces marches autorisées par la justice sont une marque de confiance. En 2018, 33 détenus de la centrale ont bénéficié d'une permission de sortir. Aucun n'a cherché à s'enfuir. Allez, c'est une belle sortie, hein. Et qu'elles soient nombreuses encore, hein, avant la fin. Un déjeuner roboratif que les détenus paieront de leur poche. Voilà, bon appétit. Merci. C'est pour ce qu'il y a. Merci. On l'a mérité quand même, hein. Ah oui, ça. Si ta fin de peine est 2023, tu peux déjà commencer maintenant à préparer, à chercher du boulot et tout ça. T'as quand même une idée où tu veux aller. Est-ce que tu veux rester en Alsace? Est-ce que tu veux retourner chez toi? Le problème, moi, il faut que je trouve un logement. Moi, je ne veux pas me retrouver à 63 ans dans des foyers. Trouver un appartement, un F2, parce que moi, j'aime bien avoir ma chambre quand même. Vous savez où vous irez quand vous sortirez? Dans quelle région? Moi, je viens du Pays Basque. Ouais, mais après, retourner là-bas, non, je sais pas. J'ai pas envie de rencontrer tous les gars que j'ai connus à l'époque. J'ai pas envie de retourner dans le merdier, là. La dernière soirée que j'ai fait chez moi, on était 30 quand même. 30 à la maison. Je vous dis pas, le jardin, il était blindé. On avait fait soirée barbecue. Mais je vois, bah, ça finit l'alcool. Et puis ça finit avec le cul, quoi. Et le cul, moi, ça m'a barbe dans le tôle. Voilà. Ah. Le plus dur, c'est pas replonger. Bon, ça, si je sors, je préfère aller dans une ville que je connais pas, je connais personne, et recommencer, refaire une nouvelle vie. Selon les chiffres officiels, moins de 5% des condamnés pour meurtre ou vol récidivent après leur sortie. T'as bien mangé, là, hein? Ça t'arrive pas souvent de manger autant? Non. Qu'elle soit proche ou encore lointaine, la sortie, tous les détenus y pensent. Vous allez sortir? Ben, un jour ou l'autre, si je me suis un peu avant. Ce qui peut arriver aussi. Non, c'est vrai, en plus, je suis sérieux. Bien sûr que je m'en allais sortir. Mais la vie, c'est pas ici. Hein. Je sais pas si je refais ma vie avec une autre femme. Hein. Je pense que c'est pas possible. Sachant que ce que j'ai fait, je veux dire, qui voudra d'un qui a fait du mal à des femmes, quoi, je veux dire. Personne. Je pense que je peux sortir vers 2027-2028. Tout le temps, je me pose la question, est-ce que mes amis seront encore là, quoi? Parce que c'est vrai que s'il n'y a plus mes amis, ben, ça sera très difficile, quoi. Il y a toujours une appréhension, moi, c'est surtout par rapport à la vie de famille, vous savez. Ils ont vécu sans moi pendant un moment, et d'un coup, il y a quelqu'un qui va arriver à la maison et va vivre avec eux. J'ai dormi tout seul pendant des années. Est-ce que je vais pouvoir endormir avec ma femme? Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Chaque année, une dizaine de détenus est libérée de la centrale d'Ensisheim. Rendus à la vie normale, la plupart avec des mesures de contrôle et de surveillance à l'extérieur.
restez en haut, restez en haut, restez en haut. Ça aurait dû bien. Tu me mets en salle d'attente. Ce sont 2 délinquants qui arrivent de maison d'arrêt. Chacun va purger ici une longue peine. On va procéder à la prise d'empreinte. Ça, c'est mon frère. Frédéric, 36 ans, a été condamné à 15 ans de détention criminelle pour viol sur mineur. C'est sa première incarcération. Vous êtes libérable le 2/9/2028, ça vous va? Oui, je réponds. Non, vous êtes d'accord, c'est ça que je voulais dire. Oui, j'ai pas de... Voilà. Malheureusement. Est-ce que vous avez des permis de visite? Pour l'instant. Oui, ils sont là, ils sont valides. Non, j'ai pas eu mes parents depuis. Derrière cette grille, les prisonniers découvrent le centre de détention de Mozac. Des conditions d'incarcération assouplies pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Un paradoxe qui va nous interroger tout au long de cette semaine d'immersion. Là, c'est le pavillon arrivant, pavillon 5. Allez-y. Vous en pensez quoi de ce nouveau lieu? On découvre. Ça nous change des maisons d'arrêt. Hein. Ouais. C'est l'enfer là-bas. Surpeuplé, donc déjà ici, ça a l'air déjà plus ouvert, plus agréable. S'il vous plaît. Frédéric s'installe dans sa cellule standard de 9 mètres carrés avec le nécessaire pour y vivre. Oui, donc, comme vous voyez, ben, ici, ça a l'air plus tranquille, mais ça reste une détention. C'est plus la maison d'arrêt, mais sans détention quand même. Il y a des règles, il faut s'y soumettre. On est d'accord? Partout. Allez. Très bien. Ici, on cultive l'autonomie et la responsabilité. Pendant la journée, les détenus disposent de la clé de leur cellule. Vous avez déjà eu la clé de votre propre cellule? Non. Ça, c'est le premier. Oui. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. Entre eux, les prisonniers entretiennent des rapports de voisinage. Bonjour. Bonjour. Et puis tout. Tu me reconnais pas? Sébastien, oui, c'est ça. Je fais là, toi. Et mais comme toi, je viens d'arriver, c'est une semaine. Arrivé? Ouais. Et quand t'es arrivé? Il y a le 9, je suis arrivé. Ouais. Le 9. Aujourd'hui. J'ai vu ça. Ouais. Bon, on revient ici. Ouais. Tu vas être sûr, bien de l'avoir. Hein? C'est on va être bien, on est bien ici. Ah oui, tu respires? Oui. Ouais. C'est pas un petit dodo, t'as des petits canards, les gens sont gentils. Ouais. À Mozac, 85% des prisonniers sont des délinquants plutôt bien perçus par l'administration pénitentiaire, car ce sont des détenus modèles. Respectueux envers les surveillants, non violents, ils ne présentent quasiment aucun risque d'évasion. Une seule a eu lieu dans cette prison en 33 ans. De simples grillages, pas de mur d'enceinte, pas de caméra et une vue sur la campagne. Certains détenus sont même autorisés à sortir, car Mozac fait le pari de la réinsertion pour éviter la récidive. C'est à partir d'une... C'est en 1986 que Robert Badinter, alors garde des Sceaux, inaugure cette nouvelle prison, censée devenir un modèle carcéral. Une prison modèle où l'initiative du détenu sera privilégiée. Il faut absolument éviter, dans l'intérêt de tous, qu'il soit, comment dirais-je, infantilisé, déresponsabilisé, incapable d'initiative personnelle, bref, incapable d'affronter ce qu'est la réalité de la société des hommes libres.
Mais à l'exception d'un seul autre site en Corse, ce modèle de prison ouverte n'a jamais été reproduit en France. Au fil du temps, Mozac s'est mise à accueillir essentiellement des auteurs d'agressions sexuelles ou de viols. Parce que ce sont des prisonniers plus dociles, mais aussi parce qu'ici, ils sont à l'abri. Surnommés les pointeurs, ces délinquants et ces criminels sont souvent les cibles des autres détenus dans les prisons classiques. Après, j'ai la télé. J'espère qu'ils vont avoir assez de frigo. Après, si ça te plaît pas, tu peux rechanger après. Ouais, on verra, monsieur. C'est ça le truc. Allez, vas-y, dessus. T'as les biscuits? Ouais, non, on verra ça la semaine prochaine. Eh, des petits biscuits orange que je te fais. Viens me voir après. Jérôme, 31 ans, est arrivé il y a 15 jours. Ce jeune boulanger a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Je peux me permettre de vous demander pourquoi vous êtes là? Je préfère un dire joker. Voilà. Mais bon, après, des erreurs, bon, on en fait tous. On les regrette plus ou moins. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le temps, l'après. Jérôme ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes. En 2017, il a pourtant agressé 8 enfants de 4 à 6 ans, alors qu'il en avait la garde en tant que baby-sitter. Le lendemain, nous le retrouvons dans sa cellule. Comme beaucoup de délinquants sexuels, Jérôme cherche à inverser les rôles et à se présenter comme s'il était lui-même la victime des enfants dont il a abusé. Je peux vous garantir, moi, aujourd'hui, que j'en suis traumatisé. J'espère rencontrer quelqu'un, mais je serais prêt presque à quitter ma femme qui aurait des enfants. Parce que une approche, vous restez seul, une marque d'affection, bref, n'importe quoi. Je ne veux même pas en entendre parler. Je vis à moins de 50 km dans la moindre école, de la moindre crèche, de la moindre truc. Jérôme est soumis à une obligation de soins, comme la plupart des détenus ici. Il doit consulter un psychiatre tous les 15 jours pour comprendre son passage à l'acte et éviter la récidive. Cette prison ouverte peut-elle aussi aider les détenus à avancer? Alors? Rien ne le démontre. Ah ben, voilà la personne qu'on cherchait. Alors, vous allez changer ce matin, finalement? Oui. Ouais. Ça marche. Donc, on va faire l'état des lieux de la cellule. Mais selon les surveillants comme Frédéric, ici, les prisonniers sont plus apaisés. Et c'est mieux pour tout le monde. Je viens avec plaisir au travail, j'ai aucune contrainte. Alors, il ne faut pas dire le Club Med, parce que c'est pas vrai, ça reste une prison avec... mais la fonction des bâtiments, ce système atypique, ça change tout. Et alors, eux sont beaucoup plus détendus. Ils arrivent de maison d'arrêt où c'est, vous pouvez lui demander, hein, c'est tendu. Vous êtes en cours de promenade, vous tombez à 10 dessus, il faut pas de quartier. Hein. Et vous vivez sur le qui-vive, hein. Moi je sais, je dors pas. Hein. On perd du poids, psychologiquement ça change. C'est un moment où ça gaie, machin. Et ils arrivent ici, c'est une bouffée d'air frais. Et nous c'est pareil. Si eux, ils sont bien, les surveillants sont bien, l'administration est bien, en fait. Toutes les prisons devraient fonctionner comme ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Certains sont incarcérés ici depuis des années, mais restent dans le déni. Jackie, 59 ans, entame sa 17e année de détention. C'est votre petit chez vous, là? Oui, j'ai un petit kiwi, bon, un petit pommier là, qui commence à être mal en point. J'ai enlevé des feuilles, des photos de ma femme, des cartes postales qu'elle m'a envoyées, des posters de camions. Vous voyez, un petit dessin que j'ai fait aussi de Rolling de Mick Jagger. Voilà, peu de sous que j'aime bien. Jackie a été condamné à 20 ans de réclusion pour le viol de 2 jeunes enfants de son entourage. Il n'assume pas du tout. Selon lui, il avait une excuse. Il avait trop bu.
j'ai commis un délit, mais je ne sais pas comment il s'est passé. Franchement, j'étais sous les états de l'alcool, tout ça. Vous n'avez aucun souvenir? J'ai aucun souvenir. C'est vraiment moi qui l'ai fait, moi. Parce que moi, la façon de parler, qui l'ai fait, je mérite d'être enfermé. Je le constate très bien. En détention, Jackie a-t-il soigné ses pulsions? En tout cas, il a résolu son problème d'alcool. Car en prison, il n'y en a pas. Excusez-moi. Pardon. À 18h30 chaque soir, c'est la gamelle. La distribution des repas. Allez, bon appétit. Voilà, allez, merci. Jackie n'apprécie pas trop le menu imposé. Avec Jean-Paul, son voisin de cellule, il a son petit rituel. Tous les soirs, on fait un petit repas, suivant les moyens qu'on a. On se fait un petit repas, du bon, ça améliore le quotidien. Ce qui compte. Alors, vous voyez, on s'est fait un petit poulet basquez, poivron, piment, ce qu'il faut. Il n'y a pas de couteau? Ah si, on a fait couteau. Bon, ça va, c'est des couteaux de prison. Bon, on les aiguise comme on peut avec un bout de fourchette, parce qu'autrement, c'est des couteaux à bourron. Jackie et Jean-Paul se côtoient depuis 8 ans. Et pourtant... Jamais, j'ai posé la question pourquoi tu es là. Jamais il m'a posé la question pourquoi j'étais là. Parce que jamais. Ça ne me vient pas l'idée. Mais moi, c'est même pas l'idée. Non, même pas. Il y en a certains, peut-être oui, qui vont le demander, mais moi, ça sert à rien. On n'est pas les juges, on n'est pas les policiers, ni avocats, donc... On est des êtres humains avant tout. Voilà. Faut pas oublier ça. Oui, on est enfermés entre guillemets. On est en prison, mais on est des êtres humains. On n'est pas des animaux. Ne pas parler de son passé criminel, c'est toujours du déni. Un déni parfois conforté par leur famille. Mozac a beau être une prison ouverte, l'administration n'est pas dupe. Bonjour. Jackie vient de se voir refuser par la juge sa première permission de sortie. Sa conseillère pénitentiaire va lui expliquer pourquoi. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ça va, très bien. Je vous vois surtout aujourd'hui par rapport au rejet de votre dernière permission. Le positionnement de votre compagne, elle est de dire que vous êtes innocent, que vous clamez votre innocence depuis le début. Ce qui est vrai, puisque c'est votre positionnement à vous. Votre casier est lourd. Forcément, ça nous amène à émettre des réserves sur une permission qui se déroulerait au domicile de votre compagne qui pense que vous êtes innocent et qui ne serait peut-être pas en mesure de prévenir un dérapage. Ça, parce qu'on a discuté avec elle tout ça, elle se cantonnait, elle ne comprend pas aussi, et puis bon, elle ne comprend pas non plus. Ce qu'elle attend de vous aujourd'hui, la juge, c'est que vous amorciez peut-être un réel travail d'introspection, de relever les manches, parce que vous ne pouvez pas vous retrancher derrière une alcoolisation à ce moment-là. Je vous remercie. Allez. Jackie présentera une nouvelle demande de permission de sortie dans 2 mois. Quoi qu'il en soit, il sera libéré au plus tard, en 2029. Merci, au revoir, bonne soirée. Allez, au revoir. Bonne fin d'après-midi. Fermeture, en place pour la fermeture. Tous les soirs à 19h, Bonsoir. le surveillant ferme toutes les cellules jusqu'au lendemain matin, 7h. Bonsoir. Les 315 détenus de Mozac entament alors leur nuit, dans un calme étonnant pour une prison. Les détenus en fin de peine peuvent suivre une formation de réinsertion financée par la région. Le lendemain, à 8h, 20 d'entre eux parcourent à travers champs les 500 mètres qui les séparent de la ferme-école. Un domaine de 4 hectares. Ce sont tous des détenus exemplaires dans leur conduite. Seulement 2 surveillants
les encadre vaguement. La ferme est pourtant implantée en plein milieu du village, à quelques mètres seulement des habitations et non loin d'une école. Le principe ici, c'est un contrat de confiance instauré par Marjorie Batanero, la directrice de la formation. Parce que j'ai une idée. Il y a du blanc et il y a du noir, je crois aussi. J'ai une idée à la con. Ah, j'aime bien ça. Vas-y, dis-moi. La ferme école là-bas. Couler un ciment de couleur. Marjorie travaille depuis 17 ans dans le domaine de l'insertion. Elle apprécie le contact avec les détenus. Ils ont été jugés une fois, je ne suis pas là pour les juger une seconde fois. Donc leurs actes leur appartiennent. Et je ne suis pas là pour me dire oui, il y a un risque, oui, si je fais ça, je change le boulot. Vraiment de 2 cm. Marjorie les accompagne dans leur recherche d'emploi, une fois leur peine purgée. Elle les aide aussi à surmonter leur appréhension. Ces hommes disent craindre le regard de la société, qui elle-même craint de les voir retrouver la liberté. Quand tu vas sortir, la première chose que ça va te faire, c'est la peur. Ouais. Rien que déjà pour aller chercher un travail. Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces années-là? Comment on se présente? Pourquoi est-ce que je cache la période où j'étais incarcérée? Est-ce que je ne le cache pas? Ça vous appartient. C'est à vous de voir si vous l'abordez, si vous ne l'abordez pas, si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes prêt à recevoir un questionnement d'un employeur. Un jugement aussi, parce que toutes les entreprises ne vont pas être à même de vous recevoir comme ça, il faut être réaliste. Ah mais c'est le plus dur, c'est dehors. Hein. Et le plus dur, c'est pas quand vous êtes en détention. Anticiper une réinsertion, dont on sait qu'elle est plus efficace si les détenus ont travaillé en prison. Quand c'est le cas, ils récidivent 2 fois moins que les autres, y compris les délinquants. Il en reste encore une après, c'est tout. Pour Jackie, qui reste dans le déni, c'est aussi une façon de retrouver une part d'humanité. Moi, je sais que quand je reviens en prison, avant de franchir le petit pont qui est à l'entrée, moi, j'ai surnommé le pont des soupirs. Parce qu'on arrive devant la prison, la première fois, j'ai soupiré. Et sur demandé pourquoi vous soupirez? Parce que le pont des soupirs, alors là, on rentre en prison. Donc aussi, je me considère comme un extérieur, comme si j'étais, entre guillemets, une personne normale. Voilà. Aucun rapport avec la détention. Et c'est vrai qu'on est libre. On se croit humanisé, vraiment. Voilà. Ce n'est pas comme si vous êtes un numéro, vous êtes un détenu. La formation permet de gagner de l'argent. 200 € par mois en moyenne. Voilà. Ce qui offre aux détenus la possibilité de cantiner, comme dans les autres prisons. C'est bon. C'est la dernière. Saucisse, francfort, pour crème fraîche, Les prisonniers peuvent choisir parmi ce catalogue de 300 produits. En maison d'arrêt, avant son arrivée ici, Jérôme travaillait aux cuisines. En 18 mois, il a économisé 1 600 €. Tout ce qu'on voit là, c'est... Vous avez quand même franchement le choix, quoi. Je dirais pas que c'est un Carrefour Market, mais vous avez quand même quoi vous faire plaisir. Donc, mais après, si vous n'avez pas d'argent en prison, vous êtes mort, quoi. Enfin, ici, derrière le barreau, vous avez que ça pour vous faire plaisir. Donc, si vous n'avez pas ça, qu'est-ce qu'il vous reste? Moi, quand je vois chocolat, c'est comme si vous voulez une cigarette. Moi, je peux pas résister. Alors, j'en étais à... chocolat, Selon Jérôme, les produits sont jusqu'à 25 % plus chers que dans le commerce. 10. Ouais, 11h. T'as une petite tartelette aux fraises millefeuilles, mon gars? Moi, je goûte. Ouais, moi, je suis le goûteur. Ouais, d'accord. Jérôme récupère ce qu'il a cantiné à l'épicerie, le magasin interne de la prison qui est ouvert 3 fois par semaine. Il a maintenant tous les ingrédients pour se remettre à la pâtisserie. Sa passion, qu'ici, il peut à nouveau exercer librement. Combination de farine avec les 3 œufs, blanche, orange, sucre, eau pour le sirop, cornet, fouet, crème, ustensiles, plaque, frigo. Plus détendu, 4 jours après notre première rencontre, il aborde un peu plus franchement les faits qui l'ont conduit en prison. Ça, on réunit ça ici. Il semble même commencer
à mesurer leur gravité. J'ai dépassé cette ligne rouge que je m'en voudrais toujours, en fait, quoi. Et j'ai... C'est triste, mais pourquoi? C'est toujours cette question de pourquoi, en fait. Je vous prends un exemple simple par rapport à ces faits. Moi qui ai une addiction au jeu, quand je ressors du casino, je ressors la même chose. Je sais, j'ai fait, j'ai joué, et j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi j'ai dépensé de temps? Et là, c'est pareil. Pourquoi? Alors que, comme disent les juges, tout ça, mais vous avez une pulsion, vous avez une addiction, vous avez quelque chose qui vous a poussé à commettre tel fait. Alors, personnellement, j'ai jamais été agressé, mais qu'est-ce qui m'a déclenché ce fait de... Alors qu'il n'y a absolument rien. Mais vous avez cette petite voix dans votre tête comme si c'était... Je sais pas, c'était... Vous savez, quand vous avez un ange et vous avez un démon à côté, et vous avez cette petite voix qui limite, qui vous tape dans votre tête, qui vous dit mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu serais pas mieux là je sais pas, avec des amis, ou tourner un barbecue, je sais pas, aller à la mer en vacances, je sais pas, j'en sais rien, faire des projets, faire des choses, que plutôt d'avoir commis ça. Sa liberté, c'est dans 3 ans. Mais une liberté un peu en trompe-l'œil. Comme l'impose son jugement, pendant 7 ans, Jérôme devra déclarer l'adresse de son domicile et se soumettre à une obligation de soins. Contrairement aux idées reçues, le taux de récidive des délinquants est moins élevé que celui des détenus de droit commun. 20% contre 50% selon une étude du ministère de la Justice. Qu'il soit semi-ouvert ou pas, c'est moins le régime carcéral qui compte que le travail entrepris en détention. Polo et Franck ont tous les deux écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Ils sont emprisonnés depuis 7 ans déjà et semblent avoir fait du chemin. Ils se parlent ouvertement. Nous, on se soutient, et le fait d'avoir partagé un peu nos affaires et de parler, c'est pas pour faire de la comparaison, parce qu'on n'est pas là pour faire un duel ou un marathon de celui qui a la plus belle affaire ou la plus dégueulasse. Mais c'est le but aussi de notre travail ici, c'est qu'on travaille, on a une amitié où on s'entend bien, et donc après, on joue la carte de l'honnêteté. Donc c'est aussi être honnête avec la personne avec qui on s'entend bien. Restez bien d'un côté. Pour l'administration pénitentiaire, l'honnêteté se teste aussi à l'extérieur. Ce jour-là, ils sont 4 détenus. Tous purgent de longues peines, ce qui ne les empêche pas de partir en randonnée. Le principe pourrait choquer, mais ici, les riverains qui les croisent n'ont aucune appréhension. Bonjour, bonjour. Là voilà, à partir de là, c'est agréable. Franck et Polo font partie du groupe. Ouais, là, ça y est, là. Là, c'est joli. Ça vous fait quoi alors, cette première sortie? Pouvoir de liberté. Une randonnée de 25 km en pleine campagne. Les détenus sont encadrés par 2 conseillers pénitentiaires et par un moniteur de sport. Regarde, tu vois, il y en a. Ah oui. Ouais. Et une asperge. Et une. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois, il y en a, donc on va en ramasser. Et donc des bois, toi? Eh oui. Pour une bonne petite omelette ce soir. Voilà. Vous êtes tous les deux derrière, avec aucun surveillant Non, mais de toute façon, ils connaissaient les dossiers, puis ils savaient très bien qu'il y avait la peine qui nous reste à faire, on va pas s'amuser. Hein. C'est une histoire de confiance aussi. Hein. Ils nous font confiance et on les trahit pas. Profitez-en, c'est la dernière de la journée. Alexandre, conseiller pénitentiaire depuis 13 ans, affiche une totale sérénité. Est-ce qu'il y en a qui va s'échapper? Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Alors, voilà, encore une fois, il ne faut pas banaliser, mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'incident ici, pourvu que ça dure, de ce type. Mais non, on n'est pas sur le qui-vive. Voilà. C'est pas l'objet de la sortie. C'est des personnes qui s'inscrivent dans des efforts
et qu'on estime voilà, tout à fait capable de respecter un cadre qui reste relatif sur ce type de permission. Il n'y a rien de plus beau là. Ah ouais, tu décolles. Là, tu sens des odeurs. Le goût de la liberté. C'est un moment de plaisir, un moment d'émotion, c'est un moment d'évasion. Évasion. Non, d'évasion mentale. Non, mais, vous évacuez tout. Tout, la rancœur, la haine, le dégoût. Et vous lâchez là-dedans et après, vous prenez une bonne douche et puis au lit, ça y est, la journée, elle est claquée, c'est... Ça va pas tarder. Ouais. Ok, pas de bobo. On va vers la droite. Les kilomètres s'accumulent. La fatigue aussi, surtout pour ces détenus qui ne pratiquent plus ce type d'effort. Ouais, on n'a pas l'habitude de monter comme ça. Du coup, ça change. À Mozac, vous montez juste un étage. Un étage. Et voilà. Là, on monte un peu plus qu'un étage. C'est vrai, c'est un peu plus. Fais comme ça. Prends des branches, là, celle-là, là. Le long des arbres. Le long des arbres. C'est comme ça dans la vie, en fait. Hein. C'est le résultat derrière. Quand tu es arrivé en haut, c'est cool. Le résultat. Et là, tu vois loin. En prenant de la hauteur, l'horizon se dégage pour Franck et Polo. Ils imaginent leur vie après les barreaux. Il faut avancer quand même, ouais. Donc, commencer à préparer des projets. Voilà. On y pense, c'est le mal qu'on a fait. Maintenant, voilà. Maintenant, il faut pas de récidive. C'est important. Est-ce que vous moi, je sais que de ma part, il n'y en aura pas. Vous êtes sûr qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais voilà. C'est la première et la dernière. Après, voilà, on ne peut pas dire déraper. C'est pas un dérapage, on n'est pas tombé sans faire esprit. Il n'existe pas de statistiques sur le taux de récidive à Mozac. Mais ce modèle de détention, initié timidement il y a 33 ans, pourrait être dupliqué prochainement.